À l'ère numérique, où les technologies de pointe de la police scientifique et les experts en criminologie promettent d'élucider les mystères les plus sombres, les crimes non résolus continuent de capter l'imagination du public. Ces mystères restent des témoignages silencieux de la complexité et souvent de la froideur de l'âme humaine. D'autre part, pour situer le contexte, nous pouvons presque certainement affirmer que les vampires n'existent pas. L'idée qu'un mort puisse revenir à la vie pour se nourrir du sang des vivants est ridicule, n'est-ce pas ? Eh bien aujourd'hui, abordons le sujet sur le cas du vampire Atlas, qui nous amène à repenser toutes ces croyances. Lili Lindström, 32 ans, qui vivait seule dans un appartement du quartier Atlas de Stockholm en Suède, était connue de ses voisins sous le nom de Call Girl. Ce surnom n'était pas dû à son activité de prostituée, bien qu'elle en était une, mais au fait que sa chambre était la seule de tout l'immeuble à disposer d'un téléphone. Oui, parce qu'en anglais, call veut dire appel. Cela a aidé à faire en sorte qu'au lieu de travailler dans la rue, elle le fasse sur rendez-vous par téléphone, ce qui était inhabituel pour l'époque. Finalement, les réunions pour donner un ton un peu plus chic à ces rendez-vous ont eu lieu dans l'appartement de Lili. Mais elle ne tardera pas à se faire connaître pour des activités beaucoup plus sombres. Une journée tranquille comme il en existe beaucoup à Stockholm, qui a toujours été une ville paisible et quasiment sans criminalité. C'est pourquoi, le 4 mai 1932, personne ne s'attendait à ce qu'elle allait faire la une des journaux. Tout a commencé lorsque son amie Minnie Jensen, une prostituée de 35 ans qui vivait à l'étage inférieur, alertait la police de la disparition de son amie. Elle a raconté que quelques jours plus tôt, Lili s'était présentée à sa porte pour lui demander des préservatifs. Elle est ensuite revenue à la porte de Minnie un peu plus tard, vêtue seulement d'un manteau, vers 21 h. La police s'est donc rendue à l'appartement de Lili, mais en l'absence de réponse, elle a décidé d'enfoncer la porte. Et c'est alors que la tragédie autour de cette histoire allait commencer. Lili fut retrouvée morte. Selon l'enquête, Lili a été tuée par un traumatisme crânien. En outre, de la salive a été retrouvée sur son cou et sur d'autres parties de son corps. Plus inquiétant encore, la quasi-totalité de son sang avait été évacuée de son corps. Une louche à sauce tachée de sang a été trouvée près de son corps et on pense que l'instrument a été utilisé par le tueur pour boire le sang de Lili. C'est pour cette raison que le tueur inconnu a été surnommé le vampire de l'Atlas ou vampire meurtrier. Ce crime inhabituel a également fait l'objet d'une couverture médiatique morbide. Il faut rappeler que de tels meurtres n'étaient pas habituels en Suède et que la nouveauté en a fait toute une histoire. Lorsqu'il a été confirmé que la prostituée avait été complètement vidée de son sang, la théorie du vampire s'est renforcée. Rappelons que la dernière personne à avoir vu la prostituée vivante était sa voisine, également prostituée. Elle ne l'a pas revue les jours suivants. Finalement, elle s'est inquiétée de ne pas avoir de nouvelles d'elle et a appelé la police. C'est elle qui a donné le premier indice permettant aux détectives de pénétrer dans l'appartement. En outre, sur la scène de crime, les policiers ont constaté ce qui suit. Lili était allongée sur le lit, face contre le matelas et nue. Ses vêtements étaient pliés sur une chaise et son lit sur lequel son corps reposait était fait. Le corps avait commencé à se décomposer, ce qui signifie qu'elle était morte depuis 2 ou 3 jours. On pense qu'elle est morte le jour même où elle a demandé des préservatifs à sa voisine. On pense également qu'avant de mourir, elle a eu des rapports sexuels avec son meurtrier, d'où le préservatif utilisé sur la zone de crime. Ce n'est un secret pour personne que les prostituées ont toujours été la cible de prédateurs sexuels, voire de tueurs en série. L'un des cas les plus connus est celui de Jacques l'Éventreur, comme vous avez sûrement vu ma vidéo récemment à ce sujet. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller la voir. Sinon, sur la police de Stockholm, reprenons donc l'enquête, elle n'a pas exclu cette hypothèse, que ce soit donc un tueur en série. La première chose qu'elle a faite a été d'interroger tous les clients réguliers de Lili. En épluchant les appels téléphoniques, elle a dressé une liste de 9 suspects qu'elle a interrogés. Cependant, aucune arrestation n'a eu lieu et les noms des suspects n'ont jamais été rendus publics. Bien que les enquêtes se soient poursuivies pendant un certain temps, l'affaire du vampire Atlas n'avançait pas. Il n'y avait plus de suspects ni de preuves de l'identité du vampire. Aujourd'hui, toutes les preuves recueillies peuvent être consultées au musée de la police suédoise. Il s'agit notamment d'échantillons de cheveux, de salive et du préservatif trouvé sur le lit. L'un des problèmes rencontrés par les détectives est le nombre de prostituées dans le quartier d'Atlas.
Comme nous l'avons dit, la criminalité était rare, mais en 1932, la Suède n'était pas au mieux de sa forme. Bien qu'elle n'ait pas participé à la Première Guerre mondiale, elle en a subi les conséquences, comme d'autres pays d'Europe. L'économie est en plein marasme et le chômage est généralisé. Il y avait beaucoup de déplacements d'une région à l'autre du pays à la recherche d'un emploi. Dans les années 1930, la Suède est un pays essentiellement agricole. La périphérie de Stockholm était remplie de terres agricoles et des milliers de personnes s'y rendaient pour travailler. On a pensé que le meurtrier de Lily était peut-être l'un de ces voyageurs saisonniers. L'un des éléments qui a attiré l'attention des inspecteurs est le préservatif qui a été trouvé sur le lit. Il a été établi qu'il s'agissait d'un rapport sexuel par derrière et que c'est la raison pour laquelle il avait profité de l'occasion pour frapper Lily à la tête. On a beaucoup parlé de la possibilité qu'il s'agisse d'un meurtre sexuel où le criminel serait devenu fou et il l'aurait asséné de coups au cours de la relation. Mais qu'en est-il du sang de la victime? Il est tout à fait possible que le tueur n'ait pas bu le sang comme on le prétend, mais qu'il en ait fait quelque chose d'autre, car presque tout le sang de Lily était évacué de son corps. Alors que s'est-il passé? Les seules options autres que celle de boire le sang sont qu'il a emporté le sang dans un récipient, ou qu'il a recueilli le sang et en a fait ce qu'il en souhaitait avec. Tout est possible à ce niveau-là, uniquement notre imagination nous limite. De manière générale, il est presque impossible de boire une telle quantité de sang pour un humain en une seule fois, bien que le plus grand danger de boire du sang soit les dommages au foie dus au fer que le corps aurait du mal à excréter. De sorte qu'il est probable que l'empoisonnement prendrait un certain temps avant d'atteindre un niveau fatal. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'un crime sexuel. Pourquoi drainer le sang pour le boire ou l'emporter? S'agirait-il d'une sorte de rituel satanique? Et surtout, pourquoi était-ce un crime isolé? On a l'habitude de voir des crimes qui s'enchaînent et les tueurs continuent encore et encore, mais pour le cas du vampire Atlas, il s'agit uniquement d'un crime extrêmement étrange et puis plus rien après. Autre fait surprenant, l'appartement est impeccable. Il semble que le vampire Atlas ait tout bien nettoyé après avoir tué Lily. Il a même plié les vêtements proprement et les a laissés sur une chaise. Il avait réduit la tête de la prostituée en bouillie, mais avait ensuite pris le temps de nettoyer le lieu. Une autre théorie qui a pris de l'ampleur était que le tueur était un policier. En effet, seul un expert pouvait laisser une scène de crime aussi propre. Il n'y avait pratiquement aucune preuve à examiner et le tueur savait donc comment effacer toutes les traces. Aujourd'hui, la situation aurait été très différente. Rappelons que de la salive, un préservatif avec du sperme et une cuillère avec du sang ont été retrouvés. À l'époque, il n'y avait pas de preuves ADN et la plupart des crimes étaient découverts par des aveux. Aujourd'hui, le vampire Atlas aurait probablement été arrêté sans problème. L'affaire du vampire Atlas a eu beaucoup de répercussions. Il n'a pas fallu longtemps pour que des rumeurs apparaissent quant à savoir qu'il s'agissait d'un vrai vampire. Pourquoi pensait-on qu'il pouvait s'agir d'un vrai cas de vampirisme? Principalement pour deux raisons. La première est que le tueur avait une capacité presque surnaturelle à échapper à la police. La seconde était l'absence de sang de la victime. Bien que l'on ait pensé que la cuillère ensanglantée avait été utilisée pour boire le sang, cela n'a pas pu être prouvé non plus. Les gens pensaient qu'il s'agissait peut-être d'un vrai vampire, c'est-à-dire qu'il se nourrissait du sang humain. L'absence de sang sur la scène de crime suggère que le tueur a utilisé une seringue ou un autre instrument pour drainer tout le sang. Une autre question s'est posée, pourquoi n'y a-t-il pas eu d'autres crimes du même type? Un tueur en série ou un vampire aurait sans doute répété le crime encore et encore. Malgré son identité, il semble peu probable que le vampire de l'Atlas ait pu survivre plus de 90 ans après le crime, à moins qu'il ne s'agisse réellement d'une créature surnaturelle assoiffée de sang qui, comme dans certains films, ne se réveille que de temps en temps pour se nourrir. S'il doit se nourrir tous les 100 ans, nous verrons cela en 2032. Je ferai peut-être une suite à cette vidéo dans 8 ans. D'ici là, restez prudents. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo pour parler du vampire Atlas que j'ai trouvé sur internet et qui me semblait être intéressant de l'apporter à l'édifice justement de toutes les investigations qui existent autour des crimes mais un peu étranges en même temps. Et si vous avez d'autres idées ou d'autres sujets qui sont similaires à ce cas précisément, n'hésitez toujours pas à me le partager dans les commentaires et c'est avec plaisir que je vous lirai et j'essaierai de travailler dessus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à vendredi prochain sur cette même chaîne. Bye bye.